Bonjour à tous, je suis le professeur Raphaël Riquieri et je vais continuer sur les stratégies thérapeutiques de traitement de la dépression en abordant aujourd'hui la question du traitement pharmacologique des dépressions résistantes. Voici le plan de ma présentation. Nous allons rapidement revoir l'indication, à quel moment on doit prescrire un traitement antidépresseur et les différentes stratégies médicamenteuses en cas d'échec en première intention, à savoir le changement, l'association ou la potentialisation d'un traitement antidépresseur. Donc, on va commencer par un rappel. La prescription d'un traitement antidépresseur se déroule dans le cadre d'un épisode dépressif caractérisé d'intensité modérée à sévère et pas dans une intensité légère. Notre objectif thérapeutique est toujours le même, à savoir obtenir une rémission symptomatique et fonctionnelle qu'on définit comme l'absence de symptômes dépressifs ou la présence de symptômes résiduels minimes mais qui permettent un retour à un niveau de fonctionnement antérieur de l'épisode. Et tant que l'on n'a pas atteint ce niveau antérieur, c'est-à-dire un patient qui est comme avant, eh bien, il est nécessaire de continuer à proposer des stratégies thérapeutiques efficaces et de continuer d'être agressif d'un point de vue thérapeutique. On va commencer par une définition. Qu'est-ce que c'est la dépression résistante ? Eh bien, c'est l'absence de rémission symptomatique après 2 essais successifs d'antidépresseurs de classes différentes. On a vu les classes dans un cours précédent. Et une prescription est efficace, théoriquement, si elle a été faite à posologie adéquate, c'est-à-dire qui a été menée au maximum toléré par le patient, pendant une durée suffisante. Alors ça va dépendre, mais en moyenne, c'est 6 à 8 semaines de traitement et en s'assurant d'une observance de qualité chez le patient, c'est-à-dire au moins 80% du traitement qui a été pris durant la période considérée. Alors si on reprend les étapes initiales avant de parler d'une dépression résistante, en première intention, sur un épisode dépressif d'intensité modérée à sévère, modéré, l'antidépresseur étant une option possible thérapeutique, et dans le cas d'une dépression sévère, un traitement médicamenteux doit être proposé. Eh bien, en première intention, indifféremment, on pourra proposer un ISRS, un IRSNA, un antagoniste des récepteurs alpha-2 ou ce qu'on qualifie autres, comme par exemple la vortioxétine ou le valtoxan. Si tout se passe bien, eh bien, votre patient va commencer à s'améliorer après 1 à 2 semaines de traitement. Mais avant d'envisager, et si on n'obtient pas la rémission fonctionnelle, avant d'envisager un changement de traitement, dans un premier temps, vous devrez optimiser les doses de votre antidépresseur. On a souvent tendance à voir des patients chez lesquels le traitement antidépresseur est changé trop tôt, avant d'avoir été monté à sa posologie maximum recommandée. On reste dans les AMM bien sûr, sachant que clairement, il y a une relation effet-dose chez tous les antidépresseurs, particulièrement chez certains, et notamment la venlafaxine et les tricycliques. Donc l'idée est d'augmenter la dose progressivement jusqu'au niveau de tolérance maximum du patient, tout en surveillant les effets secondaires. Et si, malgré après 6 à 8 semaines, vous êtes monté au maximum et que nous n'avons pas de rémission fonctionnelle, et bien à ce moment-là, différentes stratégies vont se proposer à nous. La première, c'est ce qu'on appelle le switch, le changement d'antidépresseur. On était sur une molécule et on va changer du tout au tout, arrêter le premier pour initier un second.
C'est indiqué en l'absence de réponse, c'est-à-dire une amélioration inférieure à 50% ou d'intolérance majeure de la première molécule. On a tendance à s'imaginer que il est nécessaire, après l'échec d'un ISRS, il est indispensable de changer de classe, mais et ça, il y a pas mal d'études qui le montrent. On peut tout à fait rester dans un changement intraclasse ou interclasse, et là-dessus, aucune recommandation particulière. Différentes modalités de changement. Je dirais que le changement le plus facile et sera le changement, ce qu'on appelle croisé, c'est ce qu'on voit le premier, la modalité numéro 1, où on va diminuer, c'est la flèche bleue, progressivement le premier antidépresseur en instaurant le second. C'est la modalité la plus recommandée pour la plupart des antidépresseurs, en dehors évidemment des IMAO, chez lesquels on ne peut pas prescrire d'autres antidépresseurs de façon concomitante et pour lesquels il y a une période de wash-out carrément de 2 semaines à observer, ou pour certains antidépresseurs où ce changement croisé n'est pas nécessaire, en l'occurrence pour des antidépresseurs qui ont des demi-vies longues, comme par exemple le Prozac, qui a une demi-vie de plusieurs semaines et pour lequel vous pourrez l'interrompre d'un coup et commencer à prescrire une autre molécule. Dans les changements intraclasses, la plupart du temps, vous pouvez switcher, je dirais, de façon brutale, c'est-à-dire arrêter le précédent et initier le suivant en mettant des doses à peu près équivalentes. Si l'on se replace dans mais quel antidépresseur choisir, donc on avait vu les modalités de première intention. Pour ce qui est de la seconde intention, les tricycliques ont leur place, tout comme les IMAO réversibles, comme le moclobémide. Les IMAO irréversibles, quant à eux, ne seront pas avant la trois essais médicamenteux au moins. Si votre deuxième essai de monothérapie, après de changement, n'a pas fonctionné, on va pouvoir éventuellement se poser la question de l'association de traitements antidépresseurs. L'idée est de combiner 2 antidépresseurs, 2 classes différentes qui ont des mécanismes d'action pharmacologique complémentaires pour essayer de gagner sur la dépression. Alors, cette combinaison ne doit être envisagée qu'après au moins 2 échecs de monothérapie et si la monothérapie a eu une réponse partielle, c'est-à-dire que vous avez donné un traitement qui était qui est bien toléré, qui a permis d'améliorer le tableau, mais sans atteindre la rémission fonctionnelle. Et si vous en êtes à votre 3e essai médicamenteux, on peut se poser la question de l'intérêt de maintenir cet antidépresseur et de le compléter son action par une autre. Alors attention, à partir du moment où on cumule des psychotropes entre eux, ou quels que soient les médicaments, on va cumuler les effets secondaires. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas tout le temps évident à gérer. De façon générale, les combinaisons, les associations d'antidépresseurs qui sont recommandées sont les associations d'ISRS ou d'IRSNA avec des antagonistes des récepteurs alpha, donc mirtazapine ou myancérine. On ne mélange pas 2 ISRS entre eux, on ne met pas ensemble un ISRS avec un RSNA, et les tricycliques peuvent être donnés également avec des récepteurs, des antidépresseurs antagonistes des récepteurs alpha-2, mais l'association tricyclique ISRS ou IRSNA n'est absolument pas recommandée. Enfin, évidemment, rien à mélanger avec des IMAO irréversibles. Dernière option ou stratégie médicamenteuse,
c'est la potentialisation. Cette fois-ci, on est sur le maintien donc une réponse partielle avec un antidépresseur en place et la possibilité de potentialiser son action, non pas par l'association d'un autre antidépresseur, mais avec une molécule d'une autre famille de psychotropes, où on va avoir autres médicaments, au premier rang desquels le lithium et les antipsychotiques de seconde génération. Donc la potentialisation par le lithium, en premier lieu, niveau 1 de preuve. Alors je vous renvoie sur le cours sur la prescription du lithium, et on est exactement avec les mêmes précautions d'usage. Donc je ne vais pas les reprendre ici, avec un objectif de concentration thérapeutique qui ne sont pas celles à viser dans le cas d'un trouble bipolaire et qui sont légèrement inférieures. Alors en fonction des recommandations internationales, la concentration, les lithémies à atteindre sont variables, mais donc globalement inférieures à celles dans le trouble bipolaire. Certaines sociétés savantes disent qu'on doit être au-dessus de 0,5, mais que dès 0,5, on est dans des doses thérapeutiques, sachant qu'on peut aller jusqu'à 1 millimol par litre. En l'absence d'amélioration à 4 semaines, on arrête le lithium. Je reviendrai sur la durée de prescription des stratégies de potentialisation un peu plus tard. Deuxième recommandation de potentialisation parmi les plus courantes, c'est l'association antidépresseur et antipsychotique, quel que soit l'antipsychotique. Et on voit, alors là encore, les doses sont variables, mais on voit que globalement, les posologies recommandées sont bien inférieures à celles qu'on a dans les troubles psychotiques. Donc on est sur des petites posologies antipsychotiques associées. Ces deux molécules ont vraiment le niveau de preuve le plus établi. Les suivantes ont un niveau de preuve et un degré de recommandation moins important et variable en fonction des sociétés savantes. Tout d'abord, les anticonvulsivants. Quand on regarde la littérature, au final, c'est essentiellement la potentialisation avec de la lamotrigine qui peut être recommandée avec des doses qui sont variables, qui vont de 50 à 400 mg par jour. Il est également possible de potentialiser votre traitement antidépresseur avec des hormones thyroïdiennes T3, pas T4. Donc on est sur du Sinomel en France, commercialisé sous le nom de Sinomel, avec, alors en dehors de toute hypothyroïdie, la possibilité de prescrire donc des petites doses de T3 entre 25 et 50 microgrammes par jour. Certaines sociétés savantes recommandent aussi le recours aux psychostimulants, surtout sur des dépressions qui ont une composante hypersomnie et fatigue marquée. J'ai repris les molécules qui sont disponibles, en tout cas en France, mais il y a la possibilité de prescrire donc du modafinil à posologie variable. Je vous rappelle que c'est une prescription hospitalière en première intention, ou encore des psychostimulants de style méthylphénidate à entre 10 et 40 mg par jour. Autres possibilités sont les agonistes dopaminergiques, donc on donne habituellement dans la maladie de Parkinson ou les jambes sans repos, avec la prescription de pramipexole. Alors ce sont l'objectif thérapeutique est variable entre 1 et 3 mg par jour, sachant que les étapes pour atteindre ces posologies sont au moins sur 4 semaines d'augmentation progressive, avec un certain nombre d'effets secondaires à type de sédation qui peuvent être présents initialement. On est toujours en complément d'un traitement antidépresseur. Autre possibilité thérapeutique est l'eskétamine, récemment apparu sur le marché, qui a
une AMM dans la dépression résistante après échec ou refus de CT chez les patients et en combinaison à un traitement antidépresseur. Ce sont une administration intranasale qui se fait 2 fois par semaine à des posologies variables sur à peu près 4 semaines de traitement. Enfin, je vous l'ai mis pour, on va dire, autre stratégie de potentialisation, mais là avec un niveau de preuve encore plus faible, mais je dirais qui est peut-être plutôt réservé dans des cas de dépression standard légère à modérée et en monothérapie, mais qui est également dans certaines recos recommandées en adjonction avec un antidépresseur, sont les oméga 3, avec un pourcentage de PA qui doit être suffisant et classiquement au moins 1 gramme par jour d'oméga 3, sachant que ce n'est pas remboursé par le système de santé français. Voilà, pour finir, je voulais quand même vous donner un aperçu des différentes stratégies dont je vous ai parlé précédemment. Vous voyez, alors en haut, on voit toutes les sociétés savantes américaines, anglaises ou australiennes, canadiennes, etc., ou internationales. Et puis, dans la colonne de gauche, l'ensemble des stratégies thérapeutiques que j'ai évoquées, recommandées en association à un traitement antidépresseur. Et vous voyez que certaines stratégies, alors les 2 premières, à savoir les antipsychotiques et le lithium, sont des stratégies toutes abordées par les sociétés savantes et recommandées, donc en première ou en deuxième intention. Mais dès qu'on sort de ces 2 potentialisations-là, les autres sont parfois abordées, soit carrément non recommandées pour certaines, et on a des incohérences, enfin en tout cas des avis divergents entre les sociétés savantes quant à leurs recommandations ou pas. Un dernier mot sur la durée de prescription de cette potentialisation, combinaison. L'ensemble des recommandations disent 1 an de traitement, quelle que soit la stratégie qui s'est montrée efficace. Pendant 1 an, si vous avez pu atteindre la rémission fonctionnelle, vous maintenez cette bithérapie. Nous avons donc vu aujourd'hui les stratégies médicamenteuses qu'on pouvait être amené à proposer dans les états dépressifs. Ce sont des stratégies qui doivent être considérées comme étant complémentaires de techniques de psychothérapie, mais je ne l'aborderai pas aujourd'hui, ce n'est pas la question du cours. En l'absence d'efficacité de ces stratégies médicamenteuses ou psychothérapie, on doit à tout moment se poser la question de traitement également par neurostimulation qui ont fait l'objet d'autres questions de cours. En conclusion, 4 stratégies possibles de traitement dans la dépression résistante: optimiser les posologies, changer pour une autre monothérapie, associer 2 antidépresseurs ou potentialiser un antidépresseur avec une molécule psychotrope ou pas, non antidépresseur au départ. Vraiment garder en tête de traiter de façon agressive, mais dans le bon sens du terme, les patients jusqu'à l'obtention d'une rémission fonctionnelle, ne pas laisser de symptômes résiduels altérant le fonctionnement qui vont faire le lit de rechute et qui vont favoriser l'évolution vers la chronicité et la résistance. À tout moment, réévaluer le projet thérapeutique avec le patient pour éviter les abandons. Pensez au risque suicidaire de façon systématique. Pensez toujours, quand ces tableaux résistent, à repenser votre diagnostic de base et à repenser la question du diagnostic différentiel psychiatrique. Est-ce que c'est pas un trouble bipolaire? Est-ce que ce serait pas autre chose derrière? Une prise de substance qui favorise la résistance? Ou alors, évidemment, une comorbidité ou un diagnostic différentiel somatique et une pathologie neurodégénérative sous-jacente.
Enfin, pensez à l'intérêt de certains centres recours spécialisés en traitement de la dépression résistante qui pourront vous aider à mener à bien la prise en charge de vos patients. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour un autre cours.